qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Alors, bel bonjour tout le monde. Donc, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc, je remercie l'équipe de Zouk TV de nous recevoir chaque semaine sur leur plateau. Donc, ça nous permet à la Sopama, justement, de dire ce qui se passe durant la semaine ou durant les 2 semaines précédentes. Mais nous faisons des émissions aussi pour sensibiliser le peuple martiniquais à des notions, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur l'énergie. Voilà. Et aujourd'hui, justement, nous allons avoir une émission sur la propriété de la terre, sur les concessions, sur en fait la notion justement de la terre. Donc il y a à peu près 2 semaines de cela, nous avons eu une émission avec Garcin Malsa qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Garcin. Bonjour, Voilà. Fanny Wa, bonjour. Bonjour et à toutes les auditrices, tous les auditeurs de la Sopama. Bonjour effectivement à toutes les femmes, tous les hommes, aux enfants de la diaspora. Bonjour à tous. Bonjour à Manon Gagné. Bonjour aussi à, j'ai dit Fanny Wa, à Manuela. Tout à fait. Manuela, qui est la technicienne, qui est la femme qui pense les émissions de Zouk TV et qui est toujours là avec nous. Merci Manuela, merci à tous et à toutes. Oui, bien sûr, grand merci à Manuela parce que je vais dire, elle me supporte. Voilà, donc merci à Manuela. Donc je disais justement, avant de présenter Garcin Malsa, qu'on avait fait une émission il y a 2 semaines de cela sur la Pointe-Marin. Donc il y a eu une manifestation samedi dernier pour essayer de faire en sorte que le projet ne se fasse pas. Comme on disait dans l'émission il y a 2 semaines, prends d'où vent avant d'où vent prend nous. Oui. Voilà. Donc voilà. Et durant l'émission, nous avons dit qu'il y aurait une émission la semaine qui suivait concernant le Carbet, parce que c'est le même problème. La plage du Carbet, la plage de la Pointe-Marin, c'est exactement le même problème, la même situation. Et puis, on a parlé justement des titres de propriété. Donc, des titres de propriété que pourraient avoir les Blancs créoles. Et aujourd'hui, on va consacrer l'émission justement sur cela. Donc, voilà. Donc, on va commencer par un peu d'histoire, voilà. Et ensuite, on va entrer dans le sujet des concessions et des titres de propriété. Et nous allons voir aussi qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour quelles solutions qu'on peut trouver pour résoudre ce problème de la terre, de la propriété de la terre. Voilà. Donc avant de commencer sur ce sujet, je vais en fait demander à Manuela si elle peut mettre sur l'écran Hello Asso. Donc si vous voulez faire des dons pour l'association Sopamar ou si vous voulez aussi payer votre adhésion, vous pouvez aller sur Hello Asso. Donc vous voyez H-E-2-L-O A-2-S-O. Voilà, sur votre moteur de recherche, vous cliquez 2 fois et vous voyez que vous aurez cette page qui est présente devant nous. Ensuite, vous pouvez faire un don. Donc, vous pouvez faire un don une seule fois ou vous pouvez aussi faire des dons mensuels. Voilà, 20, 50 euros, 100 euros, etc. Donc, pour faire un don, vous voyez que dans l'encadrement vert, et puis vous pouvez aussi, pour être membre de la Sopamar ou renouveler son adhésion, elle est d'un montant de 55 euros pour l'année. Voilà, donc voilà.
Donc, tout s'affiche devant nous. Donc, on remercie bien sûr toutes les personnes qui font des dons parce que c'est essentiel pour l'association, pour le fonctionnement. On a loyer, eau, électricité. On a énormément de courriers avec accusé-réception à envoyer au niveau juridique. Donc, on remercie toutes les personnes qui font des dons, mais vous pouvez aussi adhérer, voilà, ce qui permet aussi indirectement de faire un don de 55 € par année. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la terre martiniquaise, donc, elle était occupée en prime abord par les autochtones. Ce sont des Kalinago, voilà, qui étaient présents sur les îles, jusqu'au jour où les colons ont commencé à envahir toutes ces îles qui étaient déjà occupées. Moi, je considère que c'est en fait des guerres d'attaque. Voilà, des guerres d'attaque, puisque effectivement ils sont venus, c'est pas pour refaire la paix, non, bien au contraire, c'est pour s'accaparer au nom de l'Église apostolique, catholique, apostolique et romaine. Voilà, ils sont venus pour s'accaparer des territoires de ce dit nouveau monde. Et ceux qui étaient venus en premier, c'était des personnes qui étaient des engagés. C'est bien ça, Garcin, tu me dis hein, si je me trompe, parce que moi, parce que c'est par rapport à mes recherches et tout, les conférences que j'assiste. Donc, il y avait eu des engagés qui sont venus sur les îles, sur les colonies, qui sont en fait des îles qui sont devenues des colonies et qui ont commencé à travailler la terre. Mais ces engagés-là, ils étaient engagés pour 36 mois à peu près. Et puis, une fois lorsqu'ils ont fait ces 36 mois-là, soit on leur donne un pécule pour qu'ils puissent retourner en Europe, ou encore on leur donnait une petite concession sur les territoires. Donc, on va parler de la Martinique. Voilà, on leur donnait une petite concession. Et puis, on leur donnait de quoi avoir des outils pour pouvoir défricher et tout, et puis s'occuper de ces concessions. Alors, Garcin, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une concession? Oui. Alors, merci d'avoir choisi cette émission parce que, et pour faire en sorte que les Martiniquais comprennent très très bien l'importance de la terre. D'ailleurs, il y a un penseur martiniquais, c'est Fanon, qui, dans les damnés de la terre, dit que la terre, c'est la matrice matérielle de notre patrimoine. C'est elle qui nous donne le pain et la dignité. C'est fort. Le pain, mais pas seulement le pain, la dignité. C'est-à-dire que Fanon, dès le départ, met la terre sur le plan d'un élément matériel dont nous avons besoin, puisque nous allons pouvoir, à partir de la terre, qui est un des éléments primordiaux que nous connaissons, au même titre que l'air, au même titre que l'énergie, au même titre que le soleil, au même titre que l'eau, eh bien, nous allons pouvoir nous nourrir, nous allons pouvoir manger. Mais il va beaucoup plus loin. Le pain et la dignité. La dignité, c'est quoi? La dignité, ça veut dire qu'effectivement, nous devons pouvoir nous sentir fiers d'être effectivement des gens ou qui travaillent la terre, ou qui, à partir de la terre, agissent pour aller beaucoup plus loin, pour produire, pour permettre que nous arrivions à développer un pays. Et c'est ça le sens. Donc, vous voyez comment c'est important. Et lorsque un peuple est dépossédé de sa terre, bien, il est foutu. Et ce que tu viens d'expliquer au départ, lorsqu'arrivent les prédateurs, bien, ces prédateurs vont éliminer petit à petit les Kalina qui sont là. Bien, ils vont profiter, ils vont utiliser toutes sortes de subterfuges, de toutes sortes de moyens, toutes formes de démarches pour pouvoir les éliminer. Et
nous arrivons à une situation dramatique pour à la fois les Kalina, c'est-à-dire ceux qui sont les peuples premiers, les peuples autochtones, et pour ceux qui vont venir d'Afrique, pour aller vite, parce que les gens dont tu parlais tout à l'heure, les engagés ne pourront pas supporter la situation parce qu'ils n'ont pas l'habitude du soleil, etc., et du travail dur qu'on va leur demander, etc., puisque effectivement, on voit bien que ces seigneurs qui vont arriver à Martinique vont pouvoir effectivement exploiter à la fois les Kalinago, un petit peu les Blancs engagés, mais surtout les Africains qui seront déportés d'Afrique parce que dans leur esprit, l'esprit des prédateurs, eh bien, ces Africains-là sont des bêtes de somme. Il faut absolument les utiliser. Il faut, une fois qu'on les a suffisamment utilisés comme des serviettes, comme on dit, comme des serpillères, on va pouvoir les jeter. C'était ça. Eh bien, nous il y avait même, je voulais quand même rajouter sur ça, donc il y avait Bartolomé de las Casas qui avait défendu les peuples autochtones des îles en disant qu'ils ont une âme, voilà, donc c'était la controverse de Valladolid, voilà, que les Kalinago ont des âmes, donc ils ne peuvent pas être mis en esclavage, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont emmener les peuples africains, en fait, de Cachopa, je vais dire, pour les faire venir. Voilà. Oui, absolument. Parce que, soi-disant, eux, ils n'ont pas d'âme. Voilà. Donc, effectivement, un petit peu d'histoire, très court. Nous allons envoyer ceux qui nous écoutent sur l'approfondissement de cette histoire-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est l'importance de la terre. Voir comment... Eh bien, on va passer de la concession, premièrement, de l'arrachement de la terre, la dépossession de la terre qui appartenait au Canada par les Européens. Et ensuite, effectivement, le fait qu'une fois dépossédés de leur terre, ces Kalina seront exploités, effectivement, vont mourir par la suite, mais ce qui va rester, c'est qu'effectivement, les responsables et les colons, pour aller vite, vont pouvoir obtenir des concessions du roi. Donc, alors, une concession, c'est quoi? Une concession, c'est quoi? Une concession... Parce que la terre appartient au roi. Voilà, au roi. Voilà. Le roi. Et la concession, c'est quoi? Le roi arrive ici, quoi. Les responsables du roi arrivent ici et effectivement disent que c'est leur terre. C'est plus... Et absolument, pour pouvoir effectivement produire, à l'époque, ils vont passer de production de café, coton, etc., jusqu'à la canne. Et ils vont pouvoir donner des concessions à des gens qui sont des Blancs. Et ces Blancs-là vont pouvoir, à partir de ces concessions, utiliser la terre tout en exploitant les Africains déportés, je vais très très vite, pour pouvoir produire. Et c'est à partir de cette production-là qu'ils vont pouvoir à la fois s'enrichir, enrichir effectivement le roi aussi, et enrichir l'Europe, puisque c'est ça le trafic. Et ces concessions-là, il faut dire que ce ne sont pas des propriétés. Une concession, voilà. Ça sonne bien. Ce ne sont pas des titres de propriété. Une concession. Voilà. On va céder, dans la concession, il y a céder. On cède, on ne donne pas. C'est ça. On ne donne pas, on cède. Alors, pour un temps. On va concéder pour un certain temps. Comme exemple, effectivement, j'ai ma terre, dont je suis le propriétaire. Je dis à Faniwa qui est là, bon, eh bien, je vais te concéder une partie de la terre. J'ai 2 hectares de terre, je vais te concéder une partie de la terre.
C'est-à-dire que je vais faire en sorte que tu exploites un morceau de la terre, un demi-hectare, et pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, etc. Mais ça ne m'appartient pas. Mais ça ne t'appartient pas. Tout à fait. Ça m'appartient toujours. Donc, la terre n'appartient pas à celui qui reçoit la concession. C'est une sorte de contrat. C'est une sorte de contrat. Exactement. Une sorte de concession. Effectivement, la terre appartient au roi. Disons au roi. Eh bien, le roi qui œuvre pour ce qu'on appelle la France, le roi de France, pour la France. Jusqu'alors, effectivement, ça fonctionne comme ça. Et d'année en année, les choses évoluent. On voit bien que la colonie devra produire, selon Colbert et le Code noir, pour la France, donc pour la métropole, et par la métropole. Donc, exactement ça. Donc, tout ce dont la métropole, donc la France, a besoin, eh bien, la colonie va lui dire qu'elle ne peut pas produire en métropole, en France même. Eh bien, le roi va lui dire à la colonie, eh bien, vous allez produire ça pour nous. Ils ont besoin de café. Ils peuvent pas produire du café. Le café pour des raisons climatiques. Donc, effectivement, on va demander à la colonie de produire du café. Bref, ils vont produire. Ils auront besoin du sucre, puisque le sucre est très consommé un peu partout et de plus en plus. Ils vont demander à la colonie de produire du sucre. Et c'est ainsi que va se développer effectivement une production sucrière intense dans toutes les colonies qui se trouvent dans le continent américain. Aussi bien pour... Ça va se passer pour la Grande-Bretagne que pour la France. Mais nous restons dans le cadre de la France. Aussi bien. Tout à fait. Ce qui se passe, effectivement, les usines vont se monter, et de plus en plus. Et les concessions données vont s'élargir, donc prendre de l'ampleur de plus en plus. On va passer de concessions d'une superficie de 1 hectare ou 2 hectares ou 4 hectares, etc., à des concessions d'une superficie de 400, 200. Voilà, c'était si. Mais ça reste toujours des concessions. Des concessions pour pouvoir permettre aux colons de produire, et notamment, puisque le sucre, pour produire du sucre, ils vont produire du sucre, de plus en plus ils vont produire du sucre. Et ça, effectivement, la production du sucre va s'étendre, va s'amplifier de plus en plus. Et les concessions sont données sans que le roi ait un contrôle particulier sur la limite de la concession par rapport, par exemple, à la mer. Sauf que il y a ce qu'on appelle les 50 pas géométriques. Non, les 50 pas du roi à l'époque. C'était ce qu'on appelle les 50 pas géométriques. Tu as raison. Les 50 pas du roi. Vous voyez, tout est rythmé par le roi et pour le roi de France. Donc, pour la France, le roi représente la France. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, on va définir, comme tu dis, les 50 pas du roi, que nous appelons les 50 pas géométriques. Et ceux qui produisent du sucre, puisqu'on est dans le sucre, vont étendre la superficie, leur concession de plus en plus. Ils vont même aller jusqu'à effectivement, jusqu'à des pans de mangrove, parce que la mangrove existe, la mangrove a toujours existé, la mangrove est toujours là, et bien jusqu'à prendre une partie de mangrove de zones humides, ce qu'on appelle des zones humides. Donc vous voyez comment les choses sont claires. Donc, mais dis-moi, Garcin, donc à partir du moment où il y a eu la dite Révolution française, moi je parle de la révolution des bourgeois, voilà, pour qu'ils puissent s'accaparer de ce que possède le roi. Donc le roi a eu la tête coupée. Donc après, la terre qui appartenait au roi appartenait à qui?
Non, une fois qu'il n'y a plus de roi. Non, attends. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des compagnies qui se mettent en place. Et le roi accorde aussi à des compagnies des Indes occidentales, la possibilité d'utiliser la terre. Oui. Bon, de même qu'il accorde aux seigneurs dont on parlait tout à l'heure la possibilité d'utiliser. Mais il y a entre les compagnies des Indes occidentales et le roi et les engagés, les blancs créoles, les seigneurs qui vont devenir plus tard ce qu'on appelle les béquets. Il y a effectivement une étroite collaboration. C'est eux qui ils maîtrisent tout. C'est-à-dire ils font entre eux des combines. Sauf que au niveau de la propriété, la propriété reste toujours entre les mains du roi, propriété de la France. Et ça, c'est très important. C'est qu'il faut même après la Révolution française. Oui, absolument. Donc, il faut que ça reste dans la tête des gens. Et ça, c'est très important, puisqu'on en parle. Ça n'appartient pas à la France. On parle de propriété. Donc, en termes de propriété, ça appartient au roi. Effectivement, c'est ça, puisque le roi a massacré, ils ont massacré les Amérindiens qui étaient là. Eh bien, ils dominent tout. Ils se sont autoproclamés propriétaires de ces terres. Et mais ça, juridiquement. Ben, juridiquement. Lorsque le roi est guillotiné, voilà. Oui, ça appartient. Est-ce que cette terre-là appartient aux héritiers du roi ou est-ce que ça appartient à la France, à l'État français? Ça appartient à l'État français. Voilà. Et ça devient une colonie. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle effectivement une continuité administrative. C'est-à-dire le roi n'étant plus là, c'est le roi de France. Eh bien, tout ce qui va venir après, eh bien, représente à la France et donc effectivement la propriété de l'État français. Toujours à l'État français et la propriété. Et donc, entre concession et propriété, on va voir. Et donc, à quel moment ceux qui bénéficiaient d'une concession vont devenir propriétaires? Et c'est là le problème. Et c'est le problème majeur qui est posé aujourd'hui lorsqu'on nous dit que, oui, on traverse le Vauclin, quand on laisse le Marin et quand on va jusqu'au Vauclin, jusqu'au François, de part et d'autre de la route qui était départementale nationale, eh bien, on voit des pans de terre qui appartiennent, alors on va dire, qui appartiennent à tel béquet, à tel autre béquet, tous appartiennent. On voit des champs de bananes ceci est valable jusqu'à l'infini. Pour le Vauclin, ceci est valable. Pour Sainte-Anne, ceci est valable. Pour le François, ceci est valable. Partout sur la Martinique. Pour toute la Martinique. Pour toute la Martinique. C'est-à-dire, on va observer qu'il y a des hectares et des hectares de terre qui sont adossés plus particulièrement au littoral, sur les parties basses, eh bien, qui appartiennent au béquet. Il y en a aussi sur les parties hautes qui appartiennent au béquet. Mais quand on fait le calcul de façon quantitative, on va voir qu'effectivement, eh bien, les béquets ont énormément de terre. À un moment donné, on disait qu'ils possédaient pratiquement pratiquement toute la Martinique en terre. Mais comme les choses ont évolué, effectivement, il y a eu une partie de la terre qui a été divisée, patiti patata. Donc, on voit bien qu'effectivement, bien, qu'ils possèdent toujours les meilleures terres des Martiniques. Alors, mais est-ce qu'ils ont réellement des titres de propriété? Est-ce qu'ils sont réellement des propriétaires? C'est ça le problème. Entre une concession et une propriété, il y a une différence. Et à quel moment on va commencer à parler de propriété? On va commencer à parler de propriété à partir de 1870, exactement.
Vote de 1870. Alors, l'abolition de l'esclavage, c'est 1848. 48. Qu'est-ce qui s'est passé en 1870? En 1848, on sait qu'effectivement, et je vais très vite, puisque là, c'est connu maintenant, on sait que pratiquement, on va dédommager les béquets, et puis on va dire aux descendants d'esclaves, d'Africains déportés, esclavagisés, on va leur dire effectivement, allez un peu partout. Allez, bon, je ne rentre pas dans ces détails-là, puisque effectivement, du point de vue historique, on peut en parler, à part bien, on peut inviter un historien pour en parler, mais bon. Non, c'est pour que nous puissions avoir des points de repère. C'est pour ça que je dis 1848. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1870? En 1848, tu as raison de parler de 1840, puisqu'en 1848, bien, les nègres vont monter dans les mondes. Dans les mondes et faire les civilisations. Et puis, effectivement, c'est comme ça, bien, les béquets, les descendants d'esclavagistes, vont rester là où sont déjà les usines. On regarde un peu les usines. Autour des usines, Gagnon, etc., Trinité, ben, ils vont pouvoir fonctionner, aller ronronner tout autour des terres. Alors, donc, il faut savoir que les concessions avaient été données non pas à une personne, mais à une société. Parce qu'effectivement, le roi avait pris bien soin, roi et descendant des rois, roi ou après effectivement l'État français, il avait pris bien soin de faire en sorte que qu'il n'y ait pas de titre de propriété accordé à qui que ce soit. Ce sont des concessions qu'on avait données au regroupement d'usines ou effectivement à associations d'usines ou d'usines sucrières ou de distilleries. C'était donc, ça. Pas, alors, et ça, qu'on dise clairement, c'est pas à une personne, non. À une personne privée que les concessions ont été données. Elles ont été données à une société, à un regroupement de personnes. Absolument. Voilà. Et ça, c'est très important. La concession a été donnée. Et qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, après 1848, et plus particulièrement 70. À partir de 1870, et on a même un document à Sainte-Anne, je vais en parler tout à l'heure, à partir de 1970, on va commencer à dire qu'il y a des titres de propriété qui vont être délivrés à telle ou telle usine ou à tel ou tel individu qui sont dans le groupe des usiniers ou bien qui ne sont pas dans le groupe des usiniers. Donc, on va commencer à donner des titres de propriété à des particuliers. Est-ce qu'ils sont Alors, vendus? Qui c'est qui va faire ça? C'est qu'effectivement... Est-ce qu'ils sont vendus à ces particuliers? Non, ils ne sont pas vendus. Ils sont pas vendus. C'est-à-dire, effectivement, il y aura, si tu veux, il y aura une sorte de glissement. Telle société anonyme du marin, par exemple, a obtenu une concession pour permettre la production de sucre de 1200 hectares ou 3000 hectares. Mais qu'est-ce qui va se passer, effectivement? Eh bien, on va avoir un glissement, soit de la totalité, soit d'une partie de pour telle cette personne, superficie telle personne. Vers telle personne qui se trouve soit gérant de l'usine, soit se trouvant dans la société de l'usine. Mais ça va se faire. Ça va se faire justement. Ça va se faire avec l'appui des notaires. Okay. Et comme tous les notaires sont des blancs, tous les notaires sont des descendants d'esclavagistes, eh bien, ça va se faire très facilement. Ça va se faire à un moment où... C'est du vol. Effectivement, c'est du vol. Soit que l'État se trouve totalement complice et ferme ses yeux, soit qu'effectivement, que l'État n'arrive pas à suivre ce qui se passe, mais le titre de notariat est fait, c'est-à-dire le titre de propriété
est fait, puisque c'est fait par un notaire, et quand c'est fait, c'est bien fait. Donc, il s'agit là, et tu as bien dit, il s'agit là, moi je parle de glissement d'une concession à une propriété, mais tu as bien dit, c'est du vol totalement. C'est-à-dire, voilà une terre qui a été volée par les colons qui étaient là, des autochtones. Oui. Les autochtones, c'était propriétaires. Et après, cette même terre, donc volée par le roi, et cette même terre, effectivement, est volée par des particuliers, donc nous appelons ça des béquets pour aller vite, et de l'État, c'est-à-dire de l'État du roi. C'était dépossédé du roi qui n'était pas propriétaire au départ. Et ça, il faut que les gens voient très très bien ce qui s'est passé et comment certaines personnes en Martinique qu'on appelle des béquets sont devenus propriétaires. Ils sont devenus propriétaires, non pas ils ont eu des, parce je ne vais qu'ils pas dire qu'ils sont devenus propriétaires, ils ont des titres de propriété. Ils ont obtenu des titres de Voilà. propriété, tu fais bien de dire, ils ont obtenu des titres de propriété par vol. Hein? J'ai été tendre en disant par glissement de concession de propriété, disons par vol, absolument, par vol, et personne ne peut nous attaquer lorsque nous disons ça. Et ça, c'est une réalité. Alors, nous tenons à dire ça, et tu fais bien de faire une émission sur ça, parce que très souvent, les Martiniquais, les jeunes Martiniquais surtout, disent comment se fait-il que telle famille appartenant à la caste béquet possède autant de terres et que des descendants d'Africains déportés à côté ne possèdent absolument rien. Et ça se multiplie. Ça va. Garcin, quand même, excuse-moi. Ils sont obligés de se poser la question. Et ça, il faut leur trouver une solution. Mais j'ai quand même quelque chose à te demander. Donc, les personnes mises en esclavage, les êtres humains mis en esclavage, ils sont devenus aussi propriétaires. Oui. Ils ont fait des achats de terres et ils sont devenus, là je ne dis pas qu'ils ont un titre de propriété, mais ils sont devenus propriétaires. Ils sont devenus propriétaires. Absolument. Donc effectivement, de leur travail, ils ont acheté les terres. Oui. Voilà. Alors voilà. Et ils sont devenus propriétaires. Alors, voilà. Et ils se sont fait voler certains propriétaires descendants d'Africains. En fait, Africains, c'est même pas des descendants d'Africains, c'est des Africains. Voilà. Certains propriétaires africains, anciennement esclavagisés, se font, et c'est ce qu'on voit souvent avec la Sopamar, lorsqu'on fait les émissions avec Rosalie et tout, eh bien, les Martiniquais, en fait les Africains, se font voler leurs terres par encore des Blancs créoles. Absolument. Alors d'aujourd'hui. Absolument. Donc, il faut voir qu'il y a tout est mis en place dès le départ pour qu'on arrive à cette situation-là. Tout est mis en place dès le départ. Parce que j'ai bien dit il faut comprendre qu'il y a, je répète, qu'il y a des peuples autochtones qui existent en Martinique. Ces peuples autochtones se font jeter, piller, voler, violer. Une vraie barbarie. Et effectivement génocidés par des gens qui arrivent de l'extérieur. Mais ces gens arrivent de l'extérieur par l'intermédiaire d'un roi, qui est le roi de France. Bon, soit le roi lui-même, soit le représentant du roi, on ne va pas se tarder sur les noms, représentant du roi. Mais ce représentant ou ces représentants du roi vont se réclamer propriétaires d'un bien volé après avoir génocidé. Bon, ces représentants du roi sont donc
se réclament propriétaires. Et ils vont faire en sorte qu'avec des compagnies, ce qu'on appelle des compagnies des zones occidentales qui ont l'habitude de faire du commerce, ces compagnies des zones occidentales vont bénéficier par là même des concessions, puisqu'ils vont voir des concessions. Et à partir de ces concessions-là, ils vont pouvoir faire en sorte qu'ils arrivent à mettre sur place, donc en Martinique, des structures de production de canne, puisqu'on va rester sur la canne, on va faire des productions de canne. Bon. Et à l'intérieur même de ces compagnies de ces occidentales, il y aura des gens qui vont se réclamer soit gérant d'une partie des productions sucrières, des productions romières qui sont mises en place, pour pouvoir effectivement, plus tard, devenir propriétaire, dit propriétaire, pouvoir bénéficier d'un titre de propriété. Mais qui, et tu as raison, qui va faire le jeu de ça, puisqu'il faut délivrer un titre de propriété. Eh bien, qui va délivrer ce titre de propriété? Effectivement, ce qu'on appelle les notaires. Mais notaires, c'est qui? Mais c'est les notaires. C'est toujours eux-mêmes. Ce sont les mêmes, ce sont des blancs, ce sont des descendants d'esclavagistes. Vous voyez comment les choses sont claires. Et de l'autre côté, et nous, qui sommes des descendants d'Africains déportés, pour aller vite, nous qui sommes ce qu'on appelle des Afro-Martiniquais, eh bien, nous ne possédons absolument rien. Et les Afro-Martiniquais qui possèdent un bout de terre aujourd'hui, de la terre, eh bien, ces Afro-Martiniquais ont été obligés d'acheter de la terre et ils ont un titre de propriété et eux, ils sont les vrais propriétaires. Il y a d'un côté les vrais propriétaires, les faux propriétaires qu'on appelle les béquets qui ont bénéficié des structures qui existaient déjà pour faire en sorte qu'ils aient ce titre de propriété. Et ça, c'est très important. Donc, il faut que les Martiniquais, particulièrement les jeunes Martiniquaises et Martiniquais, comprennent que, pour pouvoir produire, pour pouvoir développer un pays, eh bien, il faut l'essentiel matériel, c'est la terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils se demandent tout le temps pourquoi c'est une minorité qui possède toute la terre en Martinique. Eh bien, il faut qu'ils se replongent dans l'histoire pour voir comment cette minorité est arrivée à avoir des titres de propriété, sans être propriétaire. 3. Et quelques rares Martiniquais qui ont un peu de terre, eh bien, ces rares Martiniquais sont des réels propriétaires parce qu'ils ont acheté. Alors, soit ils ont acheté des mains de ceux-là même qui ont titre de propriété, soit ils ont acheté, effectivement, ils ont acheté. Bon. Et ça, c'est très important. Mais je rajoute peut-être le quatrième, puisque ça arrive aussi, le quatrième cas, comme je disais, des propriétaires afro-martiniquais qui se font voler leurs terres, et on a des exemples sur des communes, près de 400 hectares de terre parfois même, qui se font voler des terres par des blancs créoles qui il faut qu'il y ait la complicité des notaires. Ça, il faut qu'il y ait la complicité. À tout instant, il faut la complicité des notaires. Alors, ce qui veut dire, et j'entends, et j'arrive à des choses d'actualité, très souvent, des Martiniquaises, des jeunes, etc., disent, eh bien, nous avons un projet, nous allons auprès d'une banque, on nous vole notre projet, et nous ne pouvons absolument rien faire parce que nous n'avons pas d'argent. Et on nous dit que, voilà, mademoiselle, monsieur, ou madame, monsieur, bien, votre projet est bien beau, mais il vous faut verser une partie de l'argent pour pouvoir faire, ou bien si vous ne voulez pas une partie, il vous faut faire un prêt. Et pour faire le prêt, il faut toujours encore une partie, on va vous demander. Et très souvent,
ce qui va se passer, on va vous dire, est-ce que vous bénéficiez de peu de terre? Vous n'avez pas de terre. Parce que la terre, c'est le socle. Et je reprends, effectivement, c'est la matrice matérielle. Comme disait Frantz Fanon aussi, Donc, c'est la base. Donc, oui, dès le départ, il y a une différence majeure entre ce qu'on appelle, pour développer un pays, pour se faire une place, comme on dit, en Martinique, au niveau de la production, à partir de projets, eh bien, il y a une discrimination très forte entre ceux qui sont des descendants et celles qui sont des descendants d'Africains déportés et ceux et celles qui sont des descendants des Békés, parce que tout simplement, eh bien, ceux et celles qui ont la terre peuvent bénéficier de tout. Et même de subventions. Et je voulais justement aborder le sujet de l'économie. Je voulais justement aborder le sujet de l'économie où on vit une sorte d'apartheid économique. Oui. Puisque aujourd'hui, ceux qui ont majoritairement l'import-export, on peut entendre des chiffres comme 80-90% de l'import-export, tout ça, etc., de la production locale, etc., ce sont toujours ces blancs créoles qui ont ça en main. Donc en fait, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte d'apartheid économique. Pourquoi? Parce que la terre, justement, elle appartient à ceux qui ont un pouvoir économique. Et les pouvoirs politiques jouent le jeu, en fait sont servis par justement ce pouvoir économique. Voilà, donc on est vraiment dans un... Absolument, parce que... C'est toujours une colonie. On est aujourd'hui sur un territoire martiniquais, une collectivité territoriale martiniquaise, mais sous une forme coloniale. Je vais expliquer simplement avec des mots simples ce qui se passe, pour ne pas complexifier les choses, etc. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, les gens qui arrivent de l'extérieur et qui vont passer quelque temps en Martinique ne comprennent jamais le fonctionnement de ce pays. Alors, qu'ils soient touristes, ou bien qu'ils ne soient pas touristes, qu'ils passent en mission ici comme ça, quoi. Mais ils ne comprennent pas cet apartheid qui existe en Martinique et ils s'interrogent. Disent, mais c'est quand même une abomination. Mais ça ne peut pas exister en France. Et ça, c'est très important, ce qu'on appelle en France, la différence entre la France et la Martinique. C'est que voilà effectivement un élément qui nous fait savoir qu'il y a une différence fondamentale entre la France et la Martinique. Entre la France et la Martinique, ce type de fonctionnement où il y a une caste béquée, comme tu disais tout à l'heure, qui possède tout, qui possède à la fois toute l'économie, qui possède les terres, pratiquement les meilleures terres, je ne vais pas dire toutes les terres, disons les meilleures terres, et en grande superficie. Et là où ces terres sont placées dans les meilleurs endroits aussi. Et pour les exploiter, ils reçoivent des subventions. Alors, je ne vais même pas entrer dans les subventions, puisqu'ils ont toujours les subventions, puisqu'ils ont... Ils n'ont même pas des prêts, etc. par les banques, c'est des subventions qu'on leur donne. Puisqu'ils ont un apport matériel. L'apport matériel, c'est la terre qui va leur servir d'apport. Et ça, c'est très important. Ils seront à l'aise, ils iront auprès d'une banque, quelle qu'elle soit, pour pouvoir vous dire, voilà. Et c'est ça la différence fondamentale. C'est ça la différence fondamentale. Alors, je vais quand même parler de cas concrets que je connais. Alors, un jour, il y a un certain monsieur GBH qui voulait absolument... Il nous reste 10 minutes, hein. Ah bon? Qui voulait prendre contact avec nous. GBH, c'est le groupe Bernard Ayotte. C'est M. Bernard Ayotte. Il représente le groupe GBH. Parce qu'il pensait que
Et c'était l'époque où, au niveau GENIPA, il y avait quelques problèmes qui se posaient avec la Sopamar. GENIPA, c'est à Ducos. GENIPA. Ducos et Rivière-Salée. Mais tout le monde connaît à GENIPA, un centre commercial. Comme c'est une émission qui passe à l'international. Ah, le big centre commercial de GBH. Et construit sur une mangrove. Construit effectivement là où il y a effectivement une mangrove, une zone humide. Il avait quelques problèmes pour pouvoir effectivement finir définitivement ce centre commercial. Et ce problème majeur, c'était tout simplement trouver une issue vers une déroute nationale. Alors, il demande un entretien au maire de Sainte-Anne que j'étais à l'époque, mais je n'étais pas président de la Sopamar, je n'étais même pas au bureau de la Sopamar. Nous sommes je crois, en 2005 ou 2006. Et voilà, je l'écoute en mairie avec des élus. Et il me dit, voilà, et il va faire son palmarès pour montrer qu'il est très intelligent, qu'il est parti de rien. Voilà, écoutez, monsieur le maire, je pars de rien. Et j'avais très peu de choses quand j'ai démarré. Et si je suis arrivé à cette situation-là, c'est parce qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez, tout le mépris qu'il a pour les Martiniquais. Bernard Ayotte qui parle de rien. Hein, et s'il est arrivé à avoir tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, en fait, qu'il est très intelligent. Et face à ça, qu'il y a des couillons, des gens peu intelligents, ce sont les Martiniquais qui sont... Alors, je lui ai demandé, écoutez, vous appelez Bernard Ayotte, êtes-vous bien le fils de tel ou tel Ayotte qui avait telle ou telle chose? Ah oui, je suis bien un parent, je suis descendant, mais effectivement, il ne m'a rien laissé. Je lui ai dit, écoutez, ça suffit. Monsieur, la seule chose que je puisse vous demander aujourd'hui, c'est de savoir comment réparer. La question de la réparation, c'est tout au centre des choses. Il m'a dit, non, je ne suis pas venu, monsieur le maire, pour parler de ça. Je suis venu vous parler, effectivement, pour voir comment sortir d'une situation malencontreuse que j'ai là. Écoutez, monsieur, vous pouvez partir, parce qu'effectivement, ça ne m'intéresse pas. Tout ça pour dire que ce sont des gens qui ont énormément de toupet. C'est-à-dire, ils continuent de montrer qu'ils sont les maîtres de Martinique. C'est-à-dire, ils sont tellement intelligents que les nègres qui sont en face sont tellement couillons. Mais ce pays Martinique ne pourra jamais avancer sans eux. Et il y a des Martiniquais, des afro-descendants qui répètent la même chose, sans les béquets, ils ne pourront absolument rien faire. C'est ça que je voulais. La conclusion va s'étendre là-dessus. Souvent, on entend justement que sans eux, sans la France, eh bien, on va devenir... Je ne parle même pas sans la France. Sans la France, ils le disent. Mais sans les béquets, on ne pourra rien faire. Voilà. Il faut que les béquets soient là. Sans les béquets, on ne pourra rien faire. Ils ne se rendent même pas compte. C'est eux qui enrichissent les béquets. Que si les béquets sont aujourd'hui en cette superficie financière qui dépasse le cadre de la Martinique, c'est grâce à eux. Et ils continuent de répéter la même chose. Donc, il faut aujourd'hui faire une vraie révolution copernicienne dans leur tête, dans la tête des Martiniquais. Au moment où... Parce que c'est qui permet justement à ces blancs créoles... Au moment où en Afrique, il y a une révolution copernicienne qui est en train de se faire, ils devraient regarder ce qui se passe en Afrique, où les jeunes Africains, particulièrement, prennent la responsabilité pour dire à ceux qui les ont exploités pendant des siècles et des siècles que ça suffit, ça ne peut plus durer. Alors, pendant longtemps, des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Africains eux-mêmes, ceux d'Afrique, disaient qu'effectivement, sans la France, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils se rendent compte aujourd'hui que l'Afrique peut contenir 1000 fois, 10 000 fois la France, mais plus encore. C'est la France qui nourrissait l'Afrique et continue de nourrir l'Afrique.
qui alimente l'Afrique en énergie, etc. Voilà. La réalité est là aujourd'hui. C'est pourquoi il y a cette révolution copernicienne. Donc, je demande aux Martiniquais de regarder ce qui se passe en Afrique pour poser les vrais problèmes. La vraie problématique, et tu as bien fait de faire cette émission, la problématique de la terre. Nous devons avoir la terre, Martinique. Et lorsque nous parlons de souveraineté, nous associons à ce concept de souveraineté eh bien, un autre concept, le concept de réparation. C'est-à-dire il faut que nous travaillions en même temps pour que la terre martiniquaise revienne aux Martiniquais, pour que les Martiniquais puissent avoir la possibilité de développer leur pays comme ils l'entendent et en toute souveraineté. Et c'est ça. Et surtout, je veux rajouter, dans le respect du vivant. Et absolument. Pas exploiter alors là, tu parles de notre problème, dans le respect du vivant. Dans le respect du vivant. Et là, en tant qu'écologiste, effectivement, nous pouvons faire une démonstration là-dessus pendant très très longtemps. Ne pas empiéter sur la mangrove, ne pas continuer à casser les mangroves, etc. Protéger la terre, protéger, savoir qu'effectivement nous sommes riches en écosystème, savoir ce que c'est qu'un écosystème. Nous, on vient de nous dire qu'effectivement la Martinique est inscrite à l'UNESCO et que la montagne Pelée, etc. C'est bien, mais effectivement, c'est le travail effectivement. Mais il y a le revers de la médaille dans ça. Il y a le revers de la médaille. Parce qu'on a vu certains patrimoines déclassés à l'UNESCO, où ce sont des territoires qui ont été détruits par le tourisme, par les prix qui ont augmenté et tout, etc. Voilà. Très bien. Donc il faut savoir. Il nous reste 3 minutes, Garcin. Je voulais parler quand même. Et ça, c'est très important. Donc, mais Garcin, il nous reste 3 minutes. Je voulais que tu parles justement la terre maintenant. Il y a les terres appartiennent, entre guillemets, les Blancs-Créoles ont des titres de propriété, les Afro-Martiniquais sont propriétaires, mais il y a des terres qui n'appartiennent pas aux Afro-Martiniquais, qui n'appartiennent pas aux Blancs-Créoles, en fait, les titres de propriété. Oui. Donc, ça appartient à la collectivité territoriale martiniquaise. Oui, à la collectivité. La collectivité martiniquaise, etc. Qui sont effectivement, ces terres sont propriétaires, non pas d'une personne ou d'un groupe de personnes, de la collectivité martiniquaise. Eh bien, ça existe, effectivement. La collectivité territoriale de Martinique possède de la terre. Et est-ce que la solution ne serait pas justement que toutes les terres appartiennent à la collectivité territoriale, en fait, au pays Martinique, on va dire, on va aller encore plus loin. Oui, qui appartiennent à la collectivité martiniquaise, qui sont gérées par la collectivité martiniquaise. Et puis, que c'est eux qui permettent, entre guillemets, des concessions, à ceux qui veulent travailler la terre. Je veux bien, mais et comme je vois loin aussi, je suis totalement d'accord pour que la collectivité martiniquaise mette à disposition des espaces agricoles pour permettre aux agriculteurs de se développer ou pour permettre effectivement à des artisans ou à des groupes d'artisans qui ont un projet industriel de s'y mettre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les terres en friche aussi. Il faut que la collectivité martiniquaise a la propriété de lancer la procédure des terres en friche. Il faut qu'elle le fasse. Il faut faire tout ça. Mais la procédure des terres en friche, ça prend du temps. Mais il faut que la collectivité martiniquaise prenne la responsabilité de dire très clairement que la question est posée aujourd'hui de savoir comment exproprier les terres qui sont détenues par des béquets et dont les béquets ne sont pas propriétaires. Pour lesquels les béquets ont titre de propriété. Ils ont ce potentiel-là, ils ont ce oui, pouvoir-là. Absolument. Oui, la collectivité martiniquaise peut effectivement, et c'est le combat que nous devons mener. Okay. Avec les associations, le mire de ce combat-là, et je profite pour demander à la collectivité martiniquaise d'appuyer ce combat de réparation. D'ailleurs, il y a 2 jours, je discutais avec un éminent juriste dont je tairai le nom ici, qui me disait qu'il est totalement d'accord pour prendre ce combat avec le mouvement international pour les réparations, pour ce combat de la terre. Il faut absolument qu'il y ait réparation. La réparation doit venir
de la France, bien sûr, la réparation des revenus aussi des béquets qui sont ici. Et ça, c'est très important. Et donc, tu viens de dire, parce que là, l'émission est finie, il y a 30 secondes, en fait, les politiques, dans leur rôle, ont le pouvoir de permettre aux Martiniquais d'avoir cette auto-réparation. Absolument. Juridiquement, c'est possible, donc ils doivent prendre leurs responsabilités. Absolument. Donc, on va terminer sur ça, parce qu'il nous reste à peine 20 secondes. Donc, on remercie les téléspectateurs de nous accueillir chez vous. Je te remercie, Garcin. Merci. Toujours, on apprend énormément. Est-ce que tu as un dernier mot avant que ça se termine? Non, je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés, de fouiller, continuer de fouiller, de réfléchir, de continuer à réfléchir et de voir en même temps ce qui se passe en Afrique parce que c'est très, très, très important pour nous. OK. Merci, Garcin. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.